Aujourd'hui, on se penche sur une des nouvelles les plus saisissantes d'Émile Zola, La mort d'Olivier Bécaille. C'est un texte qui est court, oui, mais alors d'une puissance psychologique absolument incroyable. C'est vraiment la question que Zola nous balance en pleine figure. Imaginez une seconde. Être déclaré mort, entendre les gens pleurer autour de soi, sentir qu'on prépare son propre enterrement, tout ça en étant parfaitement conscient, mais complètement incapable de bouger, ne serait-ce qu'un cil. Voilà le point de départ terrifiant de cette histoire. Alors, pour bien comprendre ce récit, il faut d'abord entrer dans la tête du personnage principal, Olivier Bécaille, et saisir le conflit intérieur qui le dévore. Cette phrase, Olivier se la répète depuis qu'il est gamin. Et ce n'est pas juste une exclamation lancée en l'air, non. C'est le cri d'une âme qui vit dans une angoisse permanente face à la mort. Zola nous plonge directement au cœur de sa terreur. Et cette peur, ce n'est pas quelque chose de passager. Pour Olivier, c'est une véritable maladie, une obsession qui le poursuit depuis toujours. Zola nous décrit ses nuits, ses réveils en sursaut, trempés de sueur, avec cette terreur si profonde qu'elle vient gâcher jusqu'aux moments les plus heureux avec sa femme, Marguerite. Et c'est ça, le point crucial. Cette obsession, ce n'est pas juste un trait de caractère, c'est le véritable moteur de toute l'histoire. Tout ce qu'on va vivre, on va le voir à travers le filtre de sa peur. Ça fait de lui un anti-héros, un personnage fragile, pas du tout un surhomme, mais quelqu'un de profondément humain, écrasé par ses failles, ce qui est typique du naturalisme de Zola. Bon, maintenant on arrive au moment où le cauchemar devient bien réel, le moment où la peur d'Olivier va être confrontée à l'ultime épreuve. Juste un petit point sur le naturalisme, c'est important pour bien comprendre ce qui suit. Pour Zola, un personnage est déterminé par ses gènes et son milieu social. Et là, Olivier est sur le point de se faire complètement broyer par des forces qui le dépassent. Sa propre biologie qui le trahit et la grande machine sociale qui va le traiter comme un simple objet. Et là, on voit bien le gouffre qui s'installe. D'un côté, la réalité d'Olivier. Son esprit est en ébullition. Il pense, il entend tout, il souffre. Et de l'autre, la perception des autres. Pour eux, ce n'est plus qu'un corps raide, un mort qu'il faut enterrer. Une simple formalité. L'horreur, elle naît de ce décalage total entre sa conscience prisonnière et son corps devenu un objet. Et cette machine, elle se met en route sans attendre. La voisine, Madame Gabin, prend les choses en main avec un pragmatisme un peu brutal. Un autre voisin, le jeune et séduisant Simoneau, s'empresse d'aider la pauvre veuve. Le mécanisme social gère la mort avec une efficacité qui est complètement indifférente à la tragédie qui se joue à l'intérieur d'Olivier. Et cette simple phrase, elle scelle son destin. Le médecin des morts, il est pressé, il en a vu d'autres, c'est une formalité. On lui propose une lampe pour bien examiner le corps, il répond « non, inutile ». C'est l'indifférence de l'administration, du système qui condamne Olivier. C'est d'un cynisme glaçant. On arrive maintenant au sommet de l'horreur. La confrontation directe avec la plus grande peur d'Olivier. Zola nous plonge dans une expérience sensorielle absolument terrifiante. Le noir complet, le froid du bois, et surtout ce bruit sourd, ce rythme régulier du marteau qui enfonce les clous dans le couvercle de son propre cercueil. C'est la condamnation finale, sans appel. Ça y est, il n'est plus une personne. Il est devenu un colis, un objet qu'on transporte à travers Paris. Sa conscience n'est plus qu'une passagère clandestine, enfermée, impuissante, pendant que dehors, le monde continue de tourner. Mais Zola, en bon naturaliste, il ancre même ce moment presque fantastique dans un réalisme clinique. Son évasion, ce n'est pas un miracle. C'est décrit de façon hyper technique, presque comme un mode d'emploi. Il trouve un clou, il fragilise le bois, il force. C'est cette précision qui rend la scène paradoxalement encore plus crédible et donc plus angoissante. Il s'est échappé. On pourrait penser que c'est la victoire, la fin du cauchemar. Eh bien, pas vraiment. La terreur physique va maintenant laisser la place à une horreur psychologique et sociale. Peut-être même pire encore. Ce retour à la vie, ce n'est pas instantané. Il passe 3 semaines dans le coma, soigné par un inconnu. Ce n'est que bien plus tard, un matin de juin, qu'il a enfin la force de retourner là où il pense que sa vie l'attend. Sauf que le temps a passé, et que le monde a continué sans lui. Et c'est là toute l'ironie cruelle de cette nouvelle. Il a vaincu la mort physique, il a lutté comme un fou pour revenir, mais il découvre que sa place, elle n'existe tout simplement plus. Son retour, ce n'est pas une fête, c'est la prise de conscience de son propre effacement. En écoutant discrètement la conversation de sa voisine, Madame Gabin, il apprend la vérité, brutale. Sa femme est partie refaire sa vie avec l'autre, Simoneau. On le décrit, lui, Olivier, comme un gringalet, un faible. Et le coup de grâce, c'est la conclusion de la voisine, d'une violence inouïe. Sa mort est une fière chance. Il n'a pas seulement été remplacé, sa disparition est vue comme une bonne chose. Et tout ça nous amène à la conclusion de l'histoire, qui est d'une ironie tragique et profonde. C'est vraiment là que se trouve le cœur de l'analyse. Ce tableau, il montre parfaitement le basculement qui s'opère. L'homme qui a passé sa vie entière terrorisé par la mort physique, finit par choisir lui-même une mort sociale.
Celui qui s'est battu pour sortir de sa tombe décide de ne pas reprendre sa place. Il passe d'un attachement désespéré à la vie à un détachement tragique et volontaire. Et tout se résume dans cette phrase qui est extraordinaire. En se considérant lui-même comme mort, il se libère de la jalousie, de la souffrance de voir sa femme avec un autre. C'est sa solution. Pour ne plus souffrir, il doit rester mort aux yeux du monde. C'est donc le paradoxe final. Il a survécu à l'impensable, il a repoussé les planches de son cercueil, uniquement pour choisir de s'enfermer lui-même dans une autre tombe, une tombe sociale. Zola nous raconte en fait une double mort. La première, physique et subie, la seconde, sociale et choisie. La question, au final, reste ouverte. En acceptant cette forme de mort, est-ce qu'il a finalement réussi à vaincre cette terreur qui a dominé toute son existence? Ou est-ce qu'il a simplement trouvé une autre prison, peut-être plus subtile? Zola nous laisse avec cette réflexion sur la nature de la vie, de la mort et de ce qui nous effraie le plus.